atteintes cognitives. Ça ne s'améliorera pas avec la chirurgie. Fait que pour cette raison-là, les gens qui sont en processus d'évaluation, on leur fait faire ce qu'on appelle un challenge à la levodopa. Donc, on les fait venir à l'hôpital, pas de pilules, on les évalue, on les examine, on leur donne des pilules, puis par la suite, on regarde qu'est-ce qui s'améliore ou pas. C'est un facteur prédicteur de bonne réponse à la chirurgie s'il y a une bonne amélioration des scores moteurs avec le challenge à la médication. Puis, ben, des fois, on se dit, ben, pourquoi on ne perd pas tout le monde d'emblée? Ça a l'air donc bien le fun. Là. Mais effectivement, de plus en plus, on a tendance à attendre pas trop longtemps avant d'offrir l'opération. Donc, il y a des études qui ont montré que même chez des gens qui étaient diagnostiqués depuis 5-6 ans en moyenne, il pouvait y avoir une amélioration de la qualité de vie. Puis, ça améliorait à la fois au niveau moteur, mais aussi au niveau de l'aspect fonctionnel, au niveau de l'estime de soi, de la qualité de vie, etc. Fait que, de plus en plus, on a tendance à l'offrir. Évidemment, on est limité par les plages opératoires, par les budgets chirurgicaux, mais de moins en moins, ça va être un problème. Là. Le docteur Yorio Morin, qui est le chirurgien qui travaille avec moi, essaie fort là, de travailler à obtenir justement des... Puis on n'a plus de limitation sur le nombre de stimulateurs qu'on peut implanter. Avant, à Montréal, il y avait droit, je pense, à 10 dans l'année, puis après ça, c'était fini. Puis, nous, à Sherbrooke, on en a plus que 10 par année. Fait que c'est clair qu'il n'y a plus les mêmes restrictions qu'avant. Bon, le bénéfice est soutenu à long terme. Par contre, c'est sûr que, comme je disais, la maladie continue à progresser. Donc, quand on voit quelqu'un qui a été implanté il y a 20 ans puis qu'on ferme sa stimulation, bien, il est moins bien que quand sa stimulation est à on, mais c'est sûr que sa maladie a progressé quand même. Donc, il faut savoir que ça ne guérit pas la maladie. Puis, c'est quoi les complications potentielles? Bien, les risques principaux, c'est à l'implantation des électrodes. Donc, dans les séries, il parle de risque d'AVC d'environ 1 à 5 En moyenne, c'est moins de 2 dans la plupart des grands centres. Mais c'est sûr que c'est le gros risque qui est toujours inquiétant de dire, bien, il peut y avoir des complications à l'implantation. Parmi les autres problèmes, bien, c'est du matériel qui est laissé en place. Donc, ça peut s'infecter, ça peut briser. Des fois, les électrodes vont être déconnectées, il faut les remettre. Des fois, les électrodes vont être mal positionnées, puis la stimulation n'est pas capable d'être optimisée. Donc, il peut y avoir quand même des problèmes avec la chirurgie. C'est pas parfait. Puis, l'autre chose, c'est que quand on envoie du courant électrique, bien, évidemment, on veut stimuler les régions motrices, mais le cerveau, il y a plein d'autres affaires dedans. Donc, des fois, quand on monte trop le courant, on peut avoir des complications qui sont réversibles quand on baisse le courant, mais entre autres au niveau du langage. Donc, des fois, les gens vont trouver qu'ils parlent moins bien, qu'ils ont la bouche pâteuse, que la voix est un peu plus faible. Il peut y avoir des effets psychiatriques. C'est pour ça qu'on veut s'assurer d'avoir une bonne évaluation avant l'opération. Des troubles cognitifs, ça n'a jamais été vraiment démontré. Là, ce qu'ils disent, bon, peut-être un petit peu de difficulté des fois avec certains mots, mais c'est vraiment mineur. C'est pour ça qu'on fait un bilan complet avant aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Puis, certaines personnes peuvent avoir des clignements d'yeux plus marqués. Puis souvent, ça s'améliore en diminuant le courant. Ça, on en a parlé un petit peu. Fait que la clé du succès, ben, c'est sûr que le plus important, c'est de choisir des gens qui peuvent en bénéficier. Fait qu'évidemment, on ne veut pas opérer des gens chez qui on ne pense pas que la stimulation va aider. Fait que c'est pas amenable chez tout le monde. C'est pas tout le monde qui a des symptômes qui sont améliorés par la chirurgie. Fait que nous, on a une clinique qu'on fait justement conjointement, moi et le chirurgien, puis on a une équipe aussi en psychiatrie, en neuropsychologie qui évalue avant pour s'assurer qu'on offre la chirurgie aux bonnes personnes. D'avoir des attentes réalistes aussi, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'attendraient à dire, ben je ne prendrai plus de pilules, ma maladie va être guérie, puis tout est parfait, puis le ciel est bleu. Bien, ça se peut que ça ne soit pas parfait. Fait que je pense que c'est d'avoir cette discussion-là avant. Moi, souvent, quand j'ai les gens que je vois dans mon bureau chez qui on parle de ça, je leur dis, c'est quoi les 3 choses que vous voulez améliorer avec la chirurgie? Si parmi ces choses-là, il y a tremblement, raideur, mouvement involontaire, on est en business. Si c'est langage, équilibre, là, on est peut-être mieux de parler d'autres options. Puis bon, évidemment, il faut ajuster la médication aussi. Fait que souvent, c'est comme un 6 mois, 1 an d'ajustement. Fait qu'on essaie de monter le courant tranquillement, on baisse les médicaments. C'est un ajustement qui est délicat parce que si on baisse trop la médication, bien là, on peut se ramasser avec d'autres symptômes. Fait que c'est un suivi qui est plus actif au début. Puis à un moment donné, bien, quand on a une certaine stabilité, bien, à ce moment-là, le programme il reste relativement stable. Ça, c'est la stimulation. Ça va? On va prendre les questions toutes après, je pense que ça va être plus simple. Donc, évidemment, cet hiver, le gros sujet de discussion dans mon bureau, c'était les ultrasons. À main levée, qui a vu le reportage avec Verte?
Pas tant que ça, c'est moins que je pensais. Parfait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé. Fait que si vous voulez le regarder, à Découverte en décembre dernier, il y a eu un bon reportage qui a été fait avec l'équipe de Montréal qui s'appelle Traiter le Parkinson avec des ultrasons. Bon, c'était un gros titre sensationnaliste, mais vous avez peut-être vu aussi dans les médias, des fois dans les médias sociaux, ils sortent des affaires sur le laser en Europe ou sur le lit avec la. Fait qu'il y a différents traitements, mais essentiellement, ce que c'est qu'ils font des lésions pour contrôler certains des symptômes du Parkinson ou du tremblement essentiel. Donc, dans le reportage à Découverte, le patient avait le Parkinson et le tremblement essentiel, qui est vraiment un tremblement plus d'action. Actuellement, les lésions par ultrason sont surtout utilisées pour traiter le tremblement. Donc, c'est vraiment, les études ont été faites principalement là-dedans. Fait que les avantages par rapport au traitement chirurgical avec les électrodes, ben c'est un one-shot deal. Fait qu'on fait le traitement, il n'y a pas de matériel laissé en place, il n'y a pas d'ajustement après. Par contre, ça ne guérit pas tout non plus. Donc, c'est vraiment actuellement principalement utilisé pour le tremblement. Par contre, il y a beaucoup d'intérêt avec cette technique-là. Puis là, il y a des études récemment qui sont sorties pour cibler d'autres régions du cerveau pour essayer d'aider la lenteur, la raideur, les mouvements involontaires. Donc, ça devrait se développer là, dans les prochaines années d'autant plus. Fait que, oui. Ça se fait à Montréal actuellement. Québec va avoir la machine éminemment. Nous, actuellement, ici à Sherbrooke, on a une autre technique pour faire les lésions. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est, en fait, la machine à ultrason? C'est un casque qui est mis sur la tête. Donc, il faut raser complètement les cheveux parce que les ultrasons, c'est chaud, puis on ne veut pas brûler les cheveux. On rase complètement la tête, puis on met la tête dans un beam d'eau pour refroidir. Puis, les gens sont installés sur les tables de résonance magnétique avec un casque comme ça sur la tête. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des ultrasons de façon très focalisée au niveau des régions du cerveau pour brûler une zone. Donc, ce qu'ils font, c'est j'image beaucoup dans la vie, ils montent la température un petit peu, puis là, ils voient, OK, le tremblement va bien, puis ils craignent la température pour brûler. Puis, ils font comme plusieurs petits spots comme ça pour brûler la zone du tremblement, qui est le même endroit où on implanterait les électrodes là, dans le tremblement. Il y a plusieurs façons de faire une lésion. Donc, effectivement, l'ultrason focalisé, c'est à Montréal. C'est l'équipe de Dr Sadicott qui était dans le reportage. Québec sont en train d'acheter la machine. Puis, mon collègue Dr Morin, là, qui a été formé à Toronto, il y avait une machine là-bas. Ici, on utilise la technique du gamma knife qui fonctionne aussi pour le tremblement. La différence, c'est qu'au lieu d'être dans une machine à ultrason, c'est des rayons gamma qu'on envoie. Donc, le traitement est plus rapide. Ça dure à peu près 1 heure au lieu de durer à peu près 5 heures. Mais contrairement à l'ultrason, on n'a pas de feedback en direct. Donc, l'effet de la lésion se crée graduellement sur les 6 à 9 mois suivants. Donc, au début, les gens sortent, ils tremblent exactement pareil. Puis graduellement, au bout de quelques mois, la lésion se crée. Essentiellement, toutes les techniques ont à peu près la même efficacité, c'est-à-dire que ça marche à peu près 70-80% des gens pour traiter le tremblement essentiel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un traitement d'un côté. Donc, ce n'est pas un traitement qu'on peut faire d'emblée des deux côtés. On choisit le bras qui est le plus incommodant généralement. Puis, peut-être, après 1 an, si tout a bien été, on pourrait envisager de faire l'autre côté, mais en sachant qu'il y a un peu plus de risque quand on opère les deux bords d'avoir des troubles d'équilibre, des troubles de parole, parce qu'on interrompt des circuits là, au niveau du cerveau. Dans la maladie de Parkinson, c'est un traitement qui peut être envisagé principalement pour traiter les tremblements. Il y a de l'intérêt pour traiter possiblement les gens qui ont des mouvements involontaires vraiment plus d'un côté ou des raideurs très, très asymétriques. Mais c'est actuellement un peu plus à l'étude. C'est moins un traitement qu'on va recommander d'emblée, mais qui peut quand même être une option qui serait intéressante là, selon les études. Puis c'est ça. Il y a d'autres façons aussi de faire une lésion. J'ai mentionné le laser, là, qui est le lit, qui est plus utilisé en Europe. Ça, à ma connaissance, il n'y a personne qui le fait au Québec. Puis la radiofréquence, dans le fond, c'est un peu la même chose qu'avec les électrodes. Donc, on rentre l'électrode, mais au lieu de laisser du matériel en place, on brûle avec l'électrode, puis on sort l'électrode. Il n'y a plus de suivi, mais c'est une lésion puis après ça, on ne peut pas l'ajuster. Désolée. Je suis là, vous avez au plus. Oui, c'est ça. C'est dans et ça, c'est un versus l'autre. Pas que ça peut être réversible. Mais avec les électrodes, on peut arrêter les électrodes. On peut arrêter ça. Ça, c'est une fois que la lésion est faite.
Mais en fait, j'ai une slide là-dessus, mais on peut peut-être en parler tout de suite, justement, c'est quoi les avantages de la chirurgie par électrode versus la lésion. Ben, le gros avantage de la lésion avec la chirurgie avec les électrodes, la stimulation, c'est qu'on peut opérer des deux côtés en même temps. Donc, c'est sûr qu'on le sait, la maladie de Parkinson, c'est souvent asymétrique, mais à long terme, on sait que les deux côtés éventuellement vont être affectés, bien que le premier côté est généralement plus affecté que le deuxième. Donc, c'est un traitement qui est bilatéral, qui est modulaire. Donc, au fil de la maladie, on peut ajuster, qui est partiellement réversible. Donc, si on ferme les électrodes parce qu'on a des effets secondaires, bien, on n'a plus d'effets secondaires des électrodes. Par contre, il reste qu'il y a quand même une procédure chirurgicale qui a été faite. Il y a quand même un risque qui n'est pas zéro. Puis, les ultrasons, bien, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de suivi. C'est one-shot deal. Il y a quand même des suivis qui sont faits, mais il y a moins d'ajustements, moins de programmation, pas de matériel qui est laissé en place, donc pas de risque d'infection, de bris de matériel, etc. Mais c'est ça. Il n'y a pas une solution qui est parfaite. Dans les deux cas, je le redis, mais c'est important de savoir que ça ne guérit pas la maladie. Ça soulage certains symptômes, mais ça ne guérit pas. On va parler maintenant des thérapies d'infusion. Donc, les thérapies d'infusion, il y en a actuellement deux types qui sont disponibles. Donc, on a la pompe de duodopa, qui est la lévodopa-carbidopa en gel intestinal. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une pompe qui va livrer la médication via le tube digestif directement là où c'est absorbé dans le jéjunum. Donc, ce n'est pas dans l'estomac, c'est passer l'estomac, à peu près 2 pieds plus loin que l'estomac. L'avantage de ça, c'est que ça ne se mélange pas avec la nourriture. Donc, il y a quand même un avantage à l'amener directement où c'est absorbé. Puis, ça permet l'ajustement précis de la dose. Donc, le gel de duodopa, il y a 20 mg de lévodopa par millilitre. On peut ajouter à 0,1. Donc, on peut ajouter de 0,0, en fait, 2 mg sur 100, fait un cinquantième de cinémètre à l'heure. Okay? C'est comme si vous preniez un petit cliché de plus ou moins de votre cinémètre. Ça permet quand même d'être beaucoup plus flexible dans l'ajustement des doses. On l'a mentionné, ça bypasse l'estomac, donc il y a moins d'interaction avec la nourriture, donc on élimine le besoin de faire attention aux protéines avant. Puis on sait aussi qu'avec le Parkinson, l'estomac est paresseux, fait que des fois les médicaments ne sont pas bien absorbés. Puis peut-être des fois que vous avez votre dose, elle n'embarque pas. Là. Quand on fait ces examens-là avec le tube dans l'estomac, chez les gens qui ont le Parkinson, c'est pas rare qu'on trouve des comprimés non dissous dans l'estomac parce que l'estomac est paresseux puis la médication elle reste comme stagnée. Fait que chez qui on peut offrir cette perfusion-là? Encore une fois, c'est des gens qui ont des symptômes moteurs qui sont fluctuants malgré la médication. Donc, on veut quelqu'un qui répond à la médication, mais qui vit des up and down. Fait qu'il y a des périodes de off, qu'il y a des périodes de dyskinésie. Mais c'est de la lévodopa. Fait que s'il y a des gens qui ne répondent pas à la lévodopa, ça ne sera pas mieux que la lévodopa, finalement. Donc, il faut s'assurer que la qualité de la réponse est encore là. Contrairement à la chirurgie, il n'y a pas de limite d'âge, donc on peut l'utiliser chez des gens de n'importe quel âge. Puis, chez des gens qui auraient des contre-indications à la chirurgie, par exemple, une maladie psychiatrique qui est un peu décompensée, des troubles cognitifs légers, des comorbidités cardiaques qui fait qu'ils ne peuvent pas être opérés, ça pourrait être utilisé. Les effets bénéfiques, globalement, ça ressemble quand même à la chirurgie. Donc, les études montraient que ça améliorait le temps off d'à peu près 4 heures par jour. Ça améliore les mouvements involontaires. Dans les études, ça améliore la qualité de vie. Puis, ça abolit la prise de médication par la bouche. Donc, la plupart des gens chez qui on installe la pompe, on arrête presque toutes les médications. Souvent, on va continuer 2, 3 des pilules, mais ça enlève pas mal les prises dans la journée. Donc, comment ça se passe? La première phase, c'est une installation d'un tube nasal. Avant de percer le trou dans l'estomac, moi, j'aime bien savoir si ça marche. Il y a des centres qui le font directement dans l'estomac. Moi, j'aime bien faire la phase test. Ça nous permet comme ça de l'essayer avec un tube nasal qui va être installé par un gastro-entérologue au même endroit où on a fait le tube. C'est par une procédure de gastroscopie, une caméra au niveau de l'estomac. Puis là, on ajuste la médication. Donc, on essaie de trouver le bon dosage pour voir, est-ce que ça fonctionne pour aider à une stabilité? Puis 2, est-ce que c'est gérable au quotidien de transporter une pompe? Parce que ça implique quand même qu'il faut que la pompe elle soit gardée en permanence. Si ça va bien, après ça, on va installer le tube digestif. Donc, c'est une procédure qui est faite d'une chirurgie mineure. Ils font un trou au niveau de l'estomac, ils installent le tube. C'est sûr que c'est un trou dans l'estomac, il y a de l'acide dans l'estomac, ça fait mal. Là. Fait que les premiers jours, c'est un peu douloureux, mais après ça, c'est comme un trou de boucle d'oreille. Mon image que je donne, ça fait mal sur le cou, mais après ça, ça guérit, puis on descend plus nécessaire.
Donc, il y a différents paramètres à ajuster. Fait que la pompe de duodopa, généralement, elle est gardée 2 jours uniquement. Il y a certaines personnes qui vont la porter la nuit, mais c'est généralement quand on commence, c'est 2 jours. Fait qu'on a une dose pour partir le matin. Après ça, on a une dose qui nous permet de se maintenir dans la journée. Puis, on a la possibilité de donner des bolus dans la journée. Donc, s'il y a des petits creux de dose, ben, on peut donner un petit booster pour essayer de revenir. Fait qu'il y a comme 3 doses qu'il faut qu'on ajuste. Puis les soins à la maison, c'est quoi? Ben, il faut nettoyer le site. Évidemment, c'est quand même un site qui est dans l'estomac, donc il peut y avoir des risques d'infection. Il faut nettoyer la plaie régulièrement. Il faut irriguer le tube aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage qui se fait à ce niveau-là. Il faut, moi je dis en bon québécois, zigonner un petit peu après le tube pour s'assurer que le tube ne reste pas bloqué puis qu'il y a comme une cicatrice qui se fait par-dessus. Puis il faut porter très, très attention quand on visse le tube à tourner le tube de l'extérieur et non pas de l'intérieur, parce que sinon, ben, il va s'entortiller en dedans, puis là, ça fait comme un fil de téléphone qui s'est tourné trop souvent, ça peut bloquer, ça peut faire des nœuds, puis là, ben, des fois, il faut qu'on change. C'est quoi les effets secondaires principaux? Ben, je dirais que le principal inconvénient, c'est de traîner une pompe. Là. Fait que, c'est souvent le facteur limitant quand j'en discute avec des gens, ils me disent ben, j'ai pas le goût de traîner ça tout le temps. C'est vrai qu'elle n'est pas petite. Quand on a commencé à faire ça il y a temps, ils nous ont dit d'ici 6 mois, 1 an, là, la pompe elle va diminuer de moitié. Ben, c'est jamais arrivé. Fait que c'est quand même une bonne pompe. C'est sûr que c'est une stomie aussi, donc il y a un trou. Fait que des fois, ça coule, ça peut s'infecter, ça vient rouge. Fait que ça arrive qu'il faut donner des antibiotiques, désinfecter, tout ça. Il peut y avoir des petits bourgeons qui se font autour du tube. Des fois, ça bloque. Des fois, ça fait. Il n'y a rien qui est parfait. Là. Des fois, il faut changer le tube. Le tube, il sort. Le tube, il rentre par en dedans. Puis, au début, c'est difficile à tolérer un peu au niveau digestif. Là. Surtout les premières semaines, là, les gens vont être ballonnés, mal au ventre. Puis, il faut faire très, très attention à la constipation aussi, donc être proactif pour ça, pour s'assurer que le gel circule bien. Puis là, je vous ai mis, là, ça, c'est la compagnie qui montre ça, différentes petites façons de le transporter. Ils ont quand même amélioré leur matériel. Là, il y a un petit peu plus de choix que ça, mais ça reste quand même un challenge de trouver des vêtements cute avec ça. Mais la plupart des gens, ils trouvent des solutions innovatives. C'est quoi la clé du succès? Encore là, ben, je pense que c'est de choisir les bonnes personnes. Fait que s'assurer que c'est vraiment des gens qui ont des fluctuations, d'avoir des attentes réalistes. Il va y avoir encore des périodes off, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait moins. Souvent, d'avoir un aidant naturel impliqué, parce que c'est quand même, ça nécessite un peu de soins, l'ajustement aussi, l'installation du tube le matin, quand on est off, ça peut être un peu plus difficile. Il y a des gens qui vivent seuls chez qui on l'utilise, mais souvent, on va partir avec une dose par la bouche pour être correct pour s'installer le tube. Puis bon, il faut programmer la pompe aussi, fait que ça aussi, il y a un certain ajustement dans les premiers temps. Puis une bonne collaboration avec la gastro, parce qu'évidemment, les tubes, ils ne bloquent jamais le mardi à 10 h. Ils bloquent le 24 décembre, ils bloquent la fin de semaine quand je ne suis pas là. Fait que d'avoir une bonne collaboration avec la gastro-entérologue, c'est bien important. Puis, finalement, ben, la dernière technique, c'est notre petit nouveau bébé, là, le Vialev. C'est pas mon bébé, mais en général, dans la communauté de Parkinson. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est aussi une thérapie par infusion qui se donne en pompe, mais qui, au lieu de se donner dans l'intestin, se donne sous la peau. Vous avez certainement déjà vu des gens avec un capteur là, de glycémie sur le bras. Ben, le cathéter est à peu près de cette grosseur-là. Donc, c'est un petit rond à peu près d'1 pouce de diamètre. Puis, c'est un cathéter qui est installé au niveau de la peau pour livrer la médication à cet endroit-là. Puis, c'est connecté à une pompe qui est à peu près 2/3 de la taille de la pompe de duodopa, pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc, c'est un peu plus petit, mais ce n'est pas minuscule comme les pompes à insuline encore. Puis, cette pompe-là aussi va être portée au niveau de la peau. Je dirais un petit peu plus facile peut-être à placer que l'autre parce que le tube pour relier est plus mince, plus discret, puis il ne faut pas faire attention tout le temps à comment on le tourne parce que ce n'est pas dans l'intestin. Mais globalement, vous voyez quelqu'un ici qui le porte, là, c'est du matériel fourni par la compagnie. Mais ça ressemble à peu près à ce qu'on voit là, chez les gens qui ont le duodopa, mais juste un peu plus petit. Donc, c'est de la phospholévodopa, phoscarbidopa, mais essentiellement comme médicament qui va être converti en lévodopa, carbidopa par le corps. Donc, c'est une prodrogue qui va être transformée au niveau de la peau, qui est absorbée très, très rapidement. Donc, encore là, c'est intéressant parce que ça bypasse complètement l'absorption digestive. Donc, l'infusion ne va pas dépendre des repas, ne va pas dépendre du tube digestif. C'est vraiment sous la peau, donc il n'y a pas d'interaction à ce niveau-là. Les études ont comparé le Vialev au duodopa, puis essentiellement, les effets sont similaires. Bon, l'étude montrait 3-4 heures d'amélioration du HOF, mais ce pas les mêmes patients, ce n'est pas nécessairement la même sévérité. Donc, globalement, quand on comparait, c'était similaire.
La différence avec le duodopa, c'est qu'on l'utilise 24 heures sur 24. Donc, le cathéter est changé aux 3 jours, puis la pompe est utilisée 24 heures sur 24, et puis il y a 3 débits sur la pompe. Donc, il y a un débit de base, qui est le débit qu'on utilise dans la journée. Il y a le débit bas qu'on utilise la nuit, puis il y a le débit élevé qui peut être utilisé, par exemple, si on fait du sport ou si on a une période où il en manque un petit peu, exemple en soirée, ils peuvent monter le débit. Fait que, ça permet d'avoir un meilleur sommeil. Mais évidemment, il faut dormir avec une pompe, là, ce qui n'est pas nécessairement super facile pour tout le monde, mais ça fait que le matin, ils se lèvent et ils sont déjà prêts en général à commencer leur journée. Oh. Fait que ça, on n'a pas encore beaucoup d'images, là, fait que j'ai pris les photos de ce que j'ai dans mon bureau. Fait que les gens qui vont commencer à utiliser ça vont se faire remettre ce matériel-là par la compagnie. Donc, c'est ce qu'on suggère de faire un peu à chaque matin. Fait que c'est un apron qui est à peu près la grosseur de 1,5 mètre par 1 mètre. Puis, dans le fond, ce qu'il faut faire, ça, c'est l'entretien à chaque matin. Fait que le produit arrive en fiole, puis il faut remplir des seringues pour les installer dans la pompe, pour après ça pouvoir l'installer. Fait que ça prend quand même certaines manipulations au quotidien. Fait qu'on prend la fiole, on enlève le couvercle, on nettoie le couvercle. On place un adapteur, après ça, on plug la seringue après l'adapteur. On remplit la seringue, on connecte la seringue à la tubulure. Puis là, après ça, il faut installer le cathéter sur la peau, donc désinfecter la peau. C'est un petit punch qu'on utilise pour mettre au niveau de la peau le cathéter. Donc, on l'installe, puis c'est sur le ventre, là, fait qu'il faut trouver, puis c'est comme à peu près à 5 cm du nombril. Donc, on installe le cathéter, puis après ça, on relie la tubulure avec la pompe. La pompe est assez conviviale et quand même facile à programmer, mais c'est une manipulation qui, pour la plupart des gens, va prendre un 10-15 minutes par jour. Certains très bons vont nous dire 5 minutes, 10 minutes, là, mais j'aime mieux être disons, vous dire 10-15 minutes parce que c'est à peu près ce que ça va prendre pour la plupart des gens. Donc, c'est quoi les effets secondaires principaux? Bien, évidemment, c'est une infusion sous la peau. Donc, c'est quoi les infections les plus fréquentes? C'est des infections de peau. Fait que ça peut faire des rougeurs. Fait que, tu sais, chez nos patins qu'on a installés, il y en a 2 qu'après une semaine, il fallait qu'on donne des antibiotiques parce que c'était un peu infecté. Mais ça se traite relativement bien. On leur dit de nous envoyer une photo, on envoie une prescription d'antibiotiques, puis ça finit par passer. C'est sûr qu'on ne sait pas à long terme, tu sais, ça va être quoi l'effet? Est-ce qu'il va y avoir des petits nodules qui vont rester? Est-ce qu'il y a des places qui pourront plus utiliser? Est-ce qu'éventuellement, on va pouvoir le mettre ailleurs, sur les cuisses, sur les bras? On ne le sait pas encore, c'est relativement nouveau. Mais pour la plupart, en tout cas, ça semble être surtout au début, parce qu'il faut être très stérile quand on fait la technique, puis il y a comme une courbe d'apprentissage, comme dans il faut faire attention, puis ça, c'est dans l'étude que c'était sorti. C'est une infusion à continu sur 24 heures, donc c'est sûr que la dose totale qu'on reçoit est plus élevée. Donc, dans l'étude, il y avait un petit peu plus de symptômes d'hallucination, de confusion, peut-être parce que la dose de nuit était trop élevée, mais c'est quelque chose, pour les gens qui sont plus fragiles à ça, qu'il va falloir faire attention au début pour s'assurer qu'on ne cause pas de complications à ce niveau-là. Puis, comme je disais, bien, ça prend quand même quelqu'un qui est apte à manipuler la pompe ou qui a un aidant naturel qui est impliqué pour le faire. Parce que c'est quand même pas si facile que ça à faire pour les gens qui sont pas. Donc, ça résume un petit peu les techniques. Fait que je pourrais peut-être vous mettre un petit peu mes messages clés sur qu'est-ce qui compare les thérapies d'infusion versus les chirurgies. Fait que vers qui on va aller plus vers des thérapies d'infusion que des approches chirurgicales. Fait que pour moi, les thérapies d'infusion, donc le duodopa, le Vialev, le gros avantage, c'est qu'on a pu apprendre des pilules dans la journée. Fait que c'est votre alarme qui sonne aux 2 heures, 2h30, 3 heures, on oublie ça. Fait que ça, c'est un gros plus. Plus d'interaction avec les repas. Puis, on peut l'utiliser. En fait, il n'y a pas vraiment de restriction sur chez qui on peut l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser chez des gens plus âgés, des gens qui auraient des troubles cognitifs. C'est beaucoup plus rapide à installer. Fait que la stimulation cérébrale, actuellement, on a à peu près 1 an et demi d'attente. On espère que ça va réduire à moins d'1 an, mais la pandémie nous a vraiment mis sur les délais. Le Vialet, il y a des gens qu'on a inscrits, puis 1 mois plus tard, c'était débuté. Fait que je dirais, en moyenne, ça va être moins de 3 mois. Le duodopa aussi, généralement, moins de 3 mois. C'est sûr qu'il y a moins de risques à l'installation. Fait que, le Vialet, la sous-cutanée, si on n'aime pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le cathéter, puis c'est fini. Là. Fait qu'il n'y a rien d'irréversible. Le duodopa, ben, c'est quand même une procédure digestive. Et si on n'aime pas ça, ça s'enlève relativement facilement. Versus une implantation d'électrodes, ben, si ça ne marche pas, ben, les électrodes sont mises. S'il y a une complication, ben, il y a plus de risques à l'installation.
Par contre, le gros avantage de la chirurgie, ben, c'est qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas de manipulation quotidienne. Fait qu'on n'a pas à gosser avec la seringue ou nettoyer la pointe. C'est plus simple une fois que c'est installé. Par contre, le processus pour se rendre là est plus long. Il n'y a pas de matériel extériorisé, fait qu'il n'y a pas de pompe à traîner, il n'y a pas de tube qui sort, il n'y a pas de cathéter. Un des avantages de la chirurgie versus les thérapies d'infusion, c'est les gens qui ont un tremblement invalidant, qui ne répondent pas à la lévodopa, ben, ça ne répondrait pas plus aux thérapies d'infusion. Donc, la chirurgie peut avoir un avantage là. Un meilleur effet probablement sur les dyskinésies avec la chirurgie versus les thérapies d'infusion. Donc, les gens qui ont beaucoup de mouvements involontaires, ça pourrait être une approche qui est plus efficace. Puis, initialement, il y a comme plus de risques chirurgicaux, mais à long terme, il y a moins de complications. Les pompes, ben, ça bloque, ça s'infecte, il y a des problèmes au quotidien. La chirurgie, c'est vraiment au début que le risque est là. Après ça, ben, une fois qu'ils sont implantés, il n'y a pas de risque vraiment. Puis, si on compare, bien, ça, on en a parlé un petit peu là, tout à l'heure, la chirurgie lésionnelle versus la stimulation. Donc, la chirurgie lésionnelle, c'est un traitement unique. Les gens qui habitent loin, des fois, bien, ça peut être intéressant parce qu'ils n'ont pas besoin de revenir régulièrement pour les suivis. Il y a un peu moins de contre-indications. Donc, par exemple, si on parle du gamma-knife ou de l'ultrason, il n'y a pas de limite d'âge comme tel. Généralement, les études, c'est quand même en bas de 80 ans, mais c'est moins limitant que la neurostimulation. Moins de risque d'infection, de bris de matériel. Puis c'est un peu moins long que la neurostimulation en termes de délai. Les avantages de la stimulation cérébrale profonde, on en a parlé, c'est un traitement qui est bilatéral. Donc, les gens qui ont des symptômes, c'est probablement l'option qui est la meilleure. C'est modulable au fil du temps, donc particulièrement chez les jeunes patients, bien, ça permet d'ajuster avec la progression de la maladie. C'est plus réversible, donc si on n'aime pas les effets secondaires, on peut arrêter le courant. Puis on a un peu plus de recul. Fait que, les ultrasons, ça fait peut-être une dizaine d'années que ça a commencé à être utilisé, mais beaucoup plus depuis 5 ans, versus la neurostimulation qu'on a plus que 20-30 ans. Fait qu'on a quand même un peu plus de recul à ce niveau-là. Puis, si on compare les deux thérapies d'infusion, ben, le Vialève, la pompe sous-cutanée, l'avantage, ben, on en a parlé, c'est facilement réversible. Donc, si on n'aime pas ça, il n'y a pas vraiment d'implication autre que d'avoir perdu une couple de journées là, à venir à l'hôpital. Pas de tube laissé en place en permanence. On n'a pas besoin, nous, d'avoir la collaboration avec la gastro. C'est tout géré par moi et Marie-Ève, l'infirmière clinicienne. Donc, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre s'il y a un problème. C'est un peu plus petit. C'est pas énormément plus petit, mais c'est un petit peu plus petit. Puis, l'effet qu'on l'utilise 24/7, ben, c'est plus facile pour le sommeil et l'état le matin. Par contre, le duodopa a encore sa place. C'est sûr que c'est quand même beaucoup de manipulation, la pompe sous-cutanée. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça. Puis l'installation du duodopa est quand même plus rapide au quotidien. Les soins sont beaucoup plus courts là, versus le Vialève. Il va y avoir moins de problèmes au niveau avec le duodopa. On a plus de recul à long terme aussi, donc ça fait plus longtemps qu'on l'utilise. Fait qu'on ne sait pas le Vialève. Est-ce que les gens ont fait ça pendant 30 ans? Bien, probablement, mais peut-être qu'ils vont avoir des petites bosses sur le ventre. En conclusion, les traitements avancés, bien, ça existe. C'est important de savoir que ça existe parce que oui, ça peut améliorer la qualité de vie de certaines personnes. Ce n'est pas de la magie, par contre. Donc, ça peut marcher pour les gens qui ont des fluctuations motrices réfractaires, les gens qui ont des mouvements involontaires, les gens qui ont un tremblement. Puis, ça peut vraiment avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Je pense que c'est important de savoir que ça existe, mais il faut savoir en même temps que ça ne guérit pas la maladie, ça n'empêche pas la progression. Puis, ce n'est pas tout le monde qui est des candidats, mais si c'est quelque chose que vous envisagez, ça peut valoir la peine d'en parler avec votre neurologue. Est-ce que c'est quelque chose qui s'appliquerait à moi? Puis, d'avoir cette discussion-là pour savoir si ça pourrait être une option. Voilà. Je vais vous demander de parler fort parce qu'on a juste un micro. Puis peut-être, Isabelle, de répéter la question pour que les gens qui sont en ligne puissent aussi bien l'entendre et puis puissent bien communiquer. Vous présentez des méthodes relativement compliquées, complexes, avec des pompes pour être capable de stabiliser. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de faire quelque chose de semblable avec l'ingestion par la bouche, en diminuant les doses et les étendre sur
plus longtemps? C'est une bonne question. Fait que la question pour les gens en ligne, en fait, c'est de savoir s'il y aurait un moyen d'avoir ce même effet de stabilité-là avec des pilules par la bouche qui pourraient permettre d'avoir un effet plus prolongé. Puis en fait, oui, il y a des études qui sont en cours par rapport à ça. Entre autres, il y a des gens qui étudient des comprimés mixtes, à dissolution rapide et lente de l'évodopa, qui ne sont pas la même chose que le CR, qui lui est vraiment mal absorbé au niveau de l'intestin. La grosse limitation, c'est qu'avec le Parkinson, l'estomac est paresseux. Donc, quand on donne des choses au niveau de l'estomac, ben, des fois, ça va prendre du temps avant d'embarquer ou ça va embarquer tout d'un coup, mais 2, 3 doses en même temps, quand il essaie des comprimés à dissolution lente. Une des choses qui a été étudiée, c'était d'avoir de la lévodopa inhalée, donc comme une pompe, mais il y avait beaucoup de réactions pulmonaires. Ça a été arrêté. Puis il y avait moyen aussi avec des injections ponctuelles. Là, il y a des gens qui ont eu ça, le Movapro, qui était là il y a quelques années, qui a été retiré du marché, qui est revenu peut-être riche. Il y a différentes façons qui sont essayées. Il y a des gens qui essaient des sprays nasaux, des affaires en dessous de la langue. Fait que oui, il y a de la recherche active là-dessus, mais à date, ils n'ont pas réussi à trouver une formulation qui permettrait d'être vraiment stable. Parfait. Mais c'est un espoir. Okay. Ça se peut la maladie de Parkinson sans atteinte cognitive? Donc, la question, c'est est-ce que ça se peut la maladie de Parkinson sans atteinte cognitive? Ben, définitivement. Là. Fait que, on voit dans les études que oui, il y a un pourcentage des gens qui vont développer une atteinte cognitive souvent plus tardivement dans la maladie, mais il y a des gens qui clairement ont une forme qui est d'évolution beaucoup plus bénigne et qui n'ont pas d'atteinte cognitive. J'en ai des patients qui ont 30-35 ans de maladie, qui ont 0 atteinte cognitive, qui jouent au tennis. Puis, il y a des gens qui ont vraiment une évolution qui est beaucoup plus bénigne. Chaque personne est différente. Puis, les formes génétiques, puis les gens qui sont très jeunes atteints ont beaucoup moins d'atteinte cognitive que d'autres formes. Pas toutes les formes génétiques, évidemment. Il y avait, en même temps, vous avez parlé de soit un traitement ou un médicament qui était en Europe, mais que ça faisait 10 ans que ce n'était pas accepté. C'est quoi exactement? Pourquoi ce n'est pas accepté? La question, c'est sur en fait, c'est la pompe d'apomorphine sous-cutanée. Donc, il y a quelqu'un qui demandait un traitement qui est approuvé en Europe et qui est là depuis 10 ans. Puis pourquoi c'est pas utilisé ici? En fait, donc, c'est une pompe d'apomorphine. Fait que l'apomorphine, c'est un agoniste dopaminergique. Donc, dans la même famille un peu que le Miratex, le Requip, ceux qui ont la patch de Neupo. Puis, c'est une infusion en sous-cutané, un peu comme la pompe de Vialève. Puis, c'est efficace, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'effets neuropsychiatriques. Donc, il y a plus de risques de troubles de contrôle des impulsions, d'hallucinations, de psychose. Puis, c'est utilisé chez un certain substrat de le patron de Fellows italien disait avoir un trouble de contrôle des impulsions, c'est juste être italien. Il connaissait beaucoup ça, mais je pense qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il faisait. Mais en Europe, je pense qu'ils sont peut-être plus tolérants à ces effets-là. En Amérique du Nord, il y a eu vraiment des gens qui ont eu des situations très difficiles avec ça. Je pense pour ça que les médecins ont moins poussé pour l'avoir disponible. Je dirais que ça ne semble pas être supérieur à ce qu'on a actuellement. Une question, monsieur? Oui, vous aviez parlé pour de cibler les patients, l'âge, et ensuite de ça, l'équilibre, et puis ensuite de ça, moi je parlais pour les implants d'électrodes. Si la personne avait son équilibre avant l'opération, puis après, est-ce qu'il peut avoir perte d'équilibre? Donc, la question, c'est par rapport à la neurostimulation puis les troubles d'équilibre. Donc, en fait, la personne demandait est-ce que ça peut être quelque chose qui arrive après. Donc, oui, en fait, l'équilibre peut parfois être détérioré par certains paramètres de stimulation. Donc, particulièrement quand on parle des deux côtés, quand on monte l'électricité, il y a des gens qui vont avoir plus de problèmes au niveau de l'équilibre. Puis, c'est une des choses qui ne s'améliore pas ou peu avec la stimulation. Fait que c'est pour ça qu'on fait aussi le challenge avant. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'équilibre quand ils sont off, mais que quand leur médication fonctionne, leur équilibre est parfait. Donc, ces gens-là vont améliorer leur équilibre avec la chirurgie. Les gens qui ont un trouble d'équilibre qui persiste, même quand leur médication fonctionne, ça ne s'améliorera pas avec la chirurgie et ça peut même s'empirer. Fait que c'est pour ça qu'on sélectionne vraiment les gens en fonction de ça. Puis, Dr. Morin, c'est un chirurgien, Dr. Yorio Morin, qui travaille avec moi. Il y a cette crainte-là aussi de dire, on veut rendre les gens mieux, on ne veut pas les rendre pires. Donc, on a toujours, chez des gens qui ont un équilibre qui est peut-être
limite, à la base, on va avoir cette discussion-là de dire, ben, si on améliore votre tremblement et vos mouvements involontaires, mais que vous tombez plus, est-ce que pour vous, ça vaut la peine? Puis c'est une discussion qu'il faut vraiment avoir de façon très réaliste, dépendant de la sévérité du trouble d'équilibre. La méthode de chirurgie par obturation, il y a eu deux méthodes. Est-ce que j'ai compris d'avoir eu des effets secondaires? Fait que la question, c'est les ultrasons et le gamma knife, c'est quoi les effets secondaires? En fait, c'est vrai qu'effectivement, j'en ai pas parlé. Globalement, toutes les approches chirurgicales, si on parle pour le tremblement essentiel, parce que c'est là qu'on a le plus de données pour les ultrasons et le gamma knife, toutes les approches chirurgicales ont le même risque de bénéfices et d'effets secondaires. Fait qu'on parle de 70 à 80 des gens chez qui on a une amélioration d'au moins 50 15 à 20 des gens chez qui il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis à peu près 5 de risques d'effets secondaires qui peuvent être des troubles d'équilibre, des engourdissements, un trouble de langage, qui peut souvent être réversible chez une partie des gens, mais c'est ça, selon les études, 3 à 5 de risque, tant par l'ultrason que le gamma knife, que le laser, la radiofréquence ou même les électrodes. Donc, c'est vraiment ce qu'on dit comme discussion, c'est que l'efficacité est à peu près la même. Les effets secondaires, le taux d'effets secondaires majeurs est à peu près pareil, mais c'est vraiment plus le profil quand est-ce que ça arrive et comment qui est différent. Avec l'ultrason, les effets secondaires sont beaucoup au début parce que c'est là que la lésion se fait. Fait que la lésion se fait immédiatement, il y a une enflure. Quand on regarde les études de tremblement essentiel, 35-40 des gens vont avoir des problèmes d'équilibre dans les premiers jours qui vont s'atténuer. Puis au bout du compte, à 6 mois, il y a à peu près 5 des gens qui restent avec soit un engourdissement, un trouble d'équilibre. Pour le gamma knife, c'est l'inverse. Vu que la lésion se fait graduellement, il n'y a pas d'effet secondaire immédiatement. Les effets secondaires vont arriver autour de 6 à 9 mois. La lésion se stabilise après ça. Donc, c'est plus tardif s'il y a des effets secondaires à y avoir. Mais le taux est à peu près le même. Donc, à peu près un 5 puis ça va réduire à peut-être 3 à long terme. Combien d'opérations vous faites au CHU par année? Donc, la question est combien d'opérations on fait au CHU par année? Fait que, du duodopa, on en faisait en moyenne à peu près 4 par année, mais ce n'était pas limité par le nombre, c'était plus par les gens, le nombre de patients qui voulaient aller à cette opération-là. Le Vialèvre, on en a 7 actuellement, mais on vient juste de commencer. Là, fait que là, il y a comme un backlog, il va y en avoir plus dans les prochains mois, mais ça non plus, il n'y a pas vraiment de limitation sur le nombre qu'on peut faire. Des traitements par gamma knife, Dr. Yorio Morin me disait hier qu'il en fait à peu près 40 par année, mais ça inclut le tremblement essentiel, là, puis c'est la majorité des cas. Puis des chirurgies cérébrales, l'implantation du neurostimulateur, 1 à 2 par mois. À peu près 15 par année. Mais ça inclut aussi des neurostimulateurs pour le tremblement essentiel, qui est probablement deux tiers, je dirais, de nos candidats. Et il y a seulement qu'un médecin qui opère. Il y a un chirurgien qui opère ici à Sherbrooke, qui est Dr. Christian Yorio-Morin. Il y a 2 neurochirurgiens à Montréal, Dr. Abbas Sadicotte, puis Dr. Marc-Pierre Fournier, puis un neurochirurgien à Québec. Il y a combien de médecins qui peuvent ajuster les implants? Donc, la question, combien de médecins peuvent ajuster les implants? À date, il y a juste moi et Christian Yorio-Morin. C'est ça. On a Dr. Suzy Adam, qui est neurologue, qui vient de revenir de fellow, qui va commencer éventuellement. Mais elle est enceinte actuellement, donc c'est pas dans les projets de suite. Là. Fait que pour l'instant, c'est moi. Mais à Montréal, il y en a quelques-uns aussi. Puis, c'est sûr qu'au début, c'est beaucoup d'ajustements. Avec les premiers temps, mais il faut qu'on se voit plus, puis on ajuste. À un moment donné, on va voir les patients. Oui, on disait ça hier, Dr. Yorio-Morin et moi. Nos cliniques médico-chirurgicales commencent à être pas mal pleines. Il va falloir qu'on en fasse plus souvent. Éventuellement, je suis en discussion avec mon département, mais je vais peut-être relâcher certaines autres tâches que je fais puis pour faire plus de suivi de Parkinson parce que c'est ça. Il y a juste 7 jours dans une semaine. Est-ce que ce stimulateur-là, il y a une limite dans... Donc, la question, le stimulateur, est-ce qu'il y a une limite dans l'électricité qu'on peut envoyer? C'est très rare qu'on se rend à la limite supérieure de l'électricité parce que généralement, l'électricité qu'on envoie est limitée par les effets secondaires. Fait que, je vous ai montré rapidement un petit peu ce qu'on dit, les électrodes. Il y a comme un champ électrique qu'on envoie autour. Puis là, avec les nouvelles électrodes, on peut varier un peu la direction dans laquelle le champ on envoie. Mais c'est sûr que plus on grossit l'intensité, plus on va affecter des structures à côté. Fait que là, des fois, on monte la stimulation, puis là, je la stimule un peu moins bien, ou là, ça tire dans la
joue, ça engourdit dans la main. Fait que c'est beaucoup les effets secondaires qui vont nous limiter. Il y a certains, il y a différents sites d'implantation, là, je n'ai pas parlé vraiment de ça, mais il y a un des sites d'implantation où vraiment il y a très peu d'effets secondaires, mais ça permet moins de réduire la médication, fait qu'on ne l'utilise pas chez tout le monde. Mais, fait que c'est vraiment les effets secondaires qui vont limiter l'électricité, c'est pas tellement la machine. Puis quand on utilise beaucoup d'électricité, ben, le gros problème, c'est que la batterie doit être remplacée plus vite. Fait que ça peut arriver. Là, généralement, on dit que la batterie est remplacée à peu près aux 5 ans, mais il y a des gens que c'est 3 ans, il y en a que c'est 7. Fait que c'est courant qu'on en dit. C'est pas des batteries de 9 volts. C'est pas je sais pas exact quand tu fais ça. La batterie, là, on peut la fermer la nuit, mais il vient un moment donné qu'on ne peut plus la fermer. Oui, fait que la question, c'est est-ce qu'on peut fermer la batterie la nuit? En fait, dans le tremblement essentiel, on recommande généralement de fermer la batterie pour la nuit pour préserver la durée de batterie, parce que les gens qui ont le tremblement essentiel ne tremblent pas dans leur sommeil. Avec le Parkinson, généralement, on laisse la batterie allumée la nuit parce que ça va aider aussi la rigidité puis ça peut aider le sommeil. Mais même en tremblement essentiel, j'ai des patients des fois qui me disent je ne peux pas la fermer parce qu'après ça, je ne serai pas capable de la rouvrir avec la machine. Donc, il y a des gens qui vont le garder ouvert 24/7, effectivement. Mais ça fait que la durée de vie est moins bonne. On a une patiente qui doit être remplacée, justement, elle n'était plus capable de le fermer, mais avec le nouveau système, le petit téléphone, un peu plus facile, fait qu'elle va essayer de fermer. Quelqu'un qui a la machine déjà du Odopa, est-ce qu'elle garde la machine du Odopa si elle a la stimulation profonde? Donc, la question, c'est quelqu'un qui a le duodopa qui va vers la stimulation profonde, est-ce qu'il garde la pompe? Moi, j'ai tendance à garder la pompe en attendant la titration parce que l'objectif serait d'aller, tu sais, les gens qui passent d'une thérapie d'infusion à la neurostimulation, leur objectif, c'est de se débarrasser de la pompe. C'est sûr que vu qu'on a une transition au début où on monte graduellement le courant, on diminue graduellement la dose de médicaments, moi, je trouve ça plus simple de garder la pompe en place pour faire cette titration-là, mais éventuellement, une fois qu'on a atteint une stabilité, l'objectif serait de convertir pour des pilules et de voir si ça fonctionne. Il y a peu de recul dans la littérature sur les gens qui ont fait ça, là, parce qu'on n'a pas, énormément de recul dans ces deux thérapies-là, mais c'est ce qui est recommandé généralement de faire une période de transition. Dans vos listes d'attente, est-ce que c'est le critère, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou si vous avez d'autres Bonne question. Donc, la question est dans nos listes d'attente. Est-ce que le critère est premier arrivé, premier servi ou il y a un critère de priorité? Généralement, on fonctionne premier arrivé, premier servi. Il y a eu des situations d'exception. Entre autres, l'été dernier, il y a eu un jeune patient de 7 ans qui avait une maladie, une dystonie qui était plus ambulant, qui passait en avant de toute la liste d'attente parce que c'était une urgence. Il y a des gens, des fois, qui sont limites au niveau de l'âge, puis qu'on dit si on attend trop, ben, peut-être qu'on va leur nuire, fait que ça peut arriver qu'ils passent un petit peu en avant, mais généralement, on essaie de suivre la liste. Mais, puis ça, c'est une discussion qu'on va avoir. Versus Parkinson, mais Parkinson évolue, est-ce que ça aurait développé? Mais pour l'instant, on y va vraiment par ordre chronologique. Voilà. Est-ce que ce serait hors de propos de lui demander qu'est-ce que c'est la rivastigmine? OK, la rivastigmine. Donc, la question, c'est quoi cette médication-là? La rivastigmine, en fait, c'est de l'excellon. Fait que c'est un médicament qui est utilisé principalement pour aider pour les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson. Par contre, il y a un pourcentage des gens qui vont l'utiliser aussi pour le freezing. Fait qu'il y a des rapports de cas qui montrent que ça pourrait aider pour le piétinement. Donc, des fois, on fait un essai pour ça, mais c'est principalement utilisé dans le contexte de troubles cognitifs liés à la maladie de Parkinson. Ça n'aide pas les symptômes moteurs, c'est vraiment pour aider, soit pour concentration, mémoire ou dans certains cas pour le piétinement. Ces méthodes que vous présentez pour traiter le Parkinson, c'est pas, il n'y a rien de prévu au niveau médical. C'est pas reconnu par l'ordre des médecins. Il y a une bataille entre vous autres et les médecins. Quand vous dites que ce n'est pas reconnu par l'ordre des médecins, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, tous ces traitements-là sont approuvés. Là, fait que le Vialev et le Duodopa sont couverts par la RAMQ.
La stimulation cérébrale profonde aussi, c'est quelque chose qui est couvert par la RAMQ. Les traitements par ultrasons, il n'y a pas vraiment, ça passe pas par la RAMQ parce que ça coûte rien au système RAMQ, là, c'est le fait de la chirurgie. Mais aux États-Unis, la FDA a approuvé le traitement par ultrason pour le tremblement essentiel. Donc, c'est vraiment, c'est couvert actuellement, tous ces Ouais, traitements-là. c'est peut-être couvert, mais pas accepté par l'ordre des médecins. Ah, ben, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de comeback quand chez les fournistes, mais je pense pas que ça soit, ben, en tout cas, je sais pas si vous avez entendu ça, mais il n'y a pas de restriction comme telle sur cet usage-là. Ah, peut-être. Ben, c'est sûr que c'est des traitements qui doivent être offerts par des. Moi, je pense que ça doit être offert par un spécialiste en troubles du mouvement. Là. Fait que même un neurologue général, je pense pas qu'il serait à l'aise de programmer un. En fait, je peux vous dire que mes collègues ne sont pas à l'aise de programmer ces signateurs-là. C'est clair qu'un médecin généraliste ne pourrait pas avoir accès à ça aussi parce que ça prend vraiment un bassin de patients pour développer une expertise aussi. Là. Moi, j'ai lu que, sur Internet que les pilules pour les diabétiques de type 2 ont découvert que ça faisait ralentir le Parkinson en Europe, puis on convainc ça. Fait que la question, c'est sur le médicament pour le diabète qui pourrait ralentir le Parkinson. Fait qu'effectivement, il y a des études super intéressantes de phase 2 là, qui ont été faites. C'est un médicament qui est actuellement disponible pour le traitement du diabète, qui a montré des bénéfices potentiels pour ralentir l'évolution de la maladie. Fait que ça, c'est une autre sphère complètement, le traitement neuroprotecteur. Puis je pense que cette étude-là est super intéressante et c'est très prometteur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on étudie un médicament, il faut faire comme différentes phases d'essai. Donc là, la phase 2, ça veut dire que ça a démontré des possibles bénéfices, mais c'est super difficile le traitement. La phase 3 est sortie. Non, Ouais, ça c'est prend la ça phase fait 3, une puis c'est ça qui est long et dispendieux. Exactement. Puis dans le fond, c'est que la phase 2, c'est utilisé sur un groupe de patients. La phase 3, c'est vraiment un plus gros groupe de patients. C'est parce que le traitement neuroprotecteur dans le Parkinson, ce qui est difficile, c'est qu'on a des traitements symptomatiques. Donc, comment on évalue la progression? Idéalement, il faudrait prendre des groupes de patients puis ne leur donner aucun médicament puis regarder à quel point ils se détériorent, voir s'ils se détériorent moins vite dans le groupe de protection. On s'entend que c'est pas élevé. Il faut, on essaie de trouver des moyens actuellement de dépister les gens avant qu'ils développent les symptômes. Fait que les gens qui ont des mutations génétiques, les gens qui ont des symptômes prodromaux qui pourraient être attrapés au tout début de la maladie. Sinon, les autres études neuroprotectrices, ben, des fois, on voit qu'il y a un bénéfice, mais finalement, c'est juste l'effet du hasard, c'est parce qu'ils ont été mieux traités. Mais ce médicament-là est particulièrement excitant parce que l'étude était quand même, c'était un effet de classe qui était assez intéressant. Puis c'est une pilule qui est disponible. Fait que c'est sûr, si on me dit quelqu'un qui est diabétique, je pourrais-tu utiliser ça? Why not? Mais actuellement, il n'est pas remboursé pour les gens qui ne sont pas diabétiques, mais les résultats devraient sortir éminemment parce que la phase 3 est en cours. Il y avait d'autres questions? Oui. Les médicaments que vous parlez, là, est-ce que ça stabilise la maladie ou ça retarde la maladie? En fait, tous ces traitements-là n'ont aucun effet sur la progression de la maladie. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments qu'on prend pour le Parkinson actuellement sont vraiment là pour soulager les symptômes. Mais qu'on les prenne pas, dans 10 ans, on va être exactement au même stade. C'est-à-dire que ça ne ralentit pas l'évolution, mais ça ne l'accélère pas non plus. Fait que ce qu'on dit, c'est vraiment, on traite en fonction des symptômes. Puis moi, je cite toujours à mes résidents cette étude-là. Il y a une étude qui a comparé population africaine à une population italienne en Afrique qui ont accès beaucoup plus tardivement aux médicaments qu'en Italie. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'au bout de 5 ans, quand il avait commencé la médication, il développait les complications des médicaments au même stade, puis il avait besoin des mêmes doses. Fait que même s'il avait retardé de 5 ans après, il se ramassait au bout du compte exactement au même point. Fait que c'est vraiment l'évolution de la maladie, non pas l'exposition aux médicaments. Ce qui fait qu'on suggère vraiment, s'il y a des symptômes qui sont invalidants, de ne pas hésiter à traiter. La qualité de vie, en fait. C'est ça, exactement, c'est la qualité de vie. Mais j'espère qu'on va avoir des traitements protecteurs qui vont sortir bientôt parce que c'est clair que c'est ça le gros gap actuellement, c'est qu'on n'a rien à part l'activité physique. Et ça est vraiment bien démontré pour ralentir. Oui, en fin de semaine, il y avait un article dans la presse plus qui disait que les chercheurs à l'Université McGill avaient découvert un médicament qui pouvait agir sur les molécules du cerveau, la parkine,
Est-ce que Donc, la question, c'est, il y a une étude qui a montré qu'il pouvait agir sur la molécule au niveau du cerveau, la Parkin. Fait que le Parkin, en fait, c'est une forme génétique de la maladie de Parkinson. Fait qu'il il y a il y a différentes formes génétiques qui ont été démontrées pour lesquelles il y a des traitements potentiellement indiqués. Puis, l'objectif, justement, c'est que ça puisse retarder le développement de la maladie. Donc, ces études-là, en fait, il y a différents agents qui ont prouvé des bénéfices potentiels chez certains sous-groupes. Éventuellement, l'objectif est justement qu'on puisse avoir un traitement ciblé. Parce que la maladie de Parkinson, c'est pas une maladie. Vous le voyez, chaque personne a des symptômes différents, une évolution différente. Puis ce qu'on voudrait, c'est être capable de dire, OK, ben, les gens qui ont telle mutation, on leur donne tel traitement. Puis, fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Puis je pense que ça va ouvrir la place justement à un dépistage génétique plus large. Il y a des agents qui sont utilisés aussi pour les gens qui ont la mutation de Gaucher qui sont à l'étude. Il y en a pour le LERC2 qui ont été à l'étude. Fait que c'est différentes formes génétiques, des fois, qui pourraient peut-être être amenables à un traitement. Puis l'objectif est qu'en faisant chez ces gens-là, ben, peut-être qu'on soit capable de démontrer quelque chose qui est efficace pour tout le monde, finalement. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est applicable en clinique, mais je trouve ça super excitant qu'on en parle, qu'on en entende parler, puis qu'il y ait de plus en plus de recherches qui se fassent. Je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. C'est quoi la fréquence de vos suivis, supposons que vous opérez un patient? Est-ce que la liste s'allonge, vous avez plus de patients maintenant? Ou C'est que la question est, c'est quoi la fréquence des suivis? Dans un monde idéal, j'aimerais voir tout le monde aux 6 mois. La réalité est que c'est plus aux années actuellement, là, parce que c'est ça, on est juste 2 en trouble du mouvement. Là, il y en a une troisième qui revient, mais elle est petite de partir, probablement. Fait que, puis en fait, on le sait que la prévalence de la maladie augmente. Puis justement, c'est sûr que les traitements avancés, ben, ça nécessite plus de suivi. Ou les gens qui ont des formes très fluctuantes, il y en a que je vois plus fréquemment. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est que j'essaie de vous voir le plus souvent possible. Quand ça ne va pas, on a changé, nous, notre façon un petit peu de faire les suivis, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, les gens peuvent appeler l'infirmière clinicienne. On priorise un suivi. C'est vraiment, parce que si les gens vont bien, ben, je ne pense pas que c'est nécessaire d'être vu aussi. Bon, aux années, ça peut être tout à fait correct. C'est sûr que quand il y en a que je n'ai pas vu depuis 2 ans, je me dis, ouais, je pense que je passais à côté, mais je vous rassure, c'est pas quand je travaille pour mais c'est ça. Puis on a espoir éventuellement d'avoir une troisième personne, mais avec la façon que ça fonctionne au Québec, ben, c'est que les postes par hôpitaux sont restreints, donc on a un nombre de prêmes qui est fixe. Puis il y a mes collègues en épilepsie, en neuromusculaire qui ont besoin de monde aussi. Donc, ça veut dire si un patient il y a une détérioration là, plus que normal, qu'on peut dire, oui. Contacte votre infirmière. Exactement. Fait qu'avec l'infirmière clinicienne, ça va être la même chose avec Dr. Adam. Dr. Ribé aussi fonctionne avec elle, Dr. Botti. Elle peut rappeler, elle nous fait un message, on se parle plusieurs fois par jour, elle et moi, puis quand il y a des patients priorisés, on les bombe sur la liste d'attente, ce qui fait que ceux qui vont bien, ben, ça retarde, mais ça permet que quand ça va pas bien, on est capable de les voir rapidement. Quand il repart au central de rendez-vous, ces gens-là, ils savent que l'autre arrive. Non, la centrale des rendez-vous, ils vont juste dire mes cliniques sont pleines. Il n'a pas donné son horaire. Oui. Fait qu'avec l'infirmière clinicienne aussi, ça permet, des fois, on fait des ajustements par téléphone, ou des fois, on est capable de dire non, mais c'est pas votre Parkinson, tu vas aller voir votre médecin de famille ou aller consulter au bien. Vous avez un numéro que je peux nous donner? Oui, le poste, c'est le 1, 2, 7, 4, 4. Bingo! Je vais prendre une dernière question, puis je vais, en fait, 2 dernières questions. On a une question en ligne, puis après ça, je vais terminer avec toi. Donc, la question en ligne, c'est est-ce que le corps peut s'habituer à la médication et la rendre moins efficace? OK, donc, je n'ai pas besoin de la répéter. Non. Fait que, globalement, en fait, le corps ne s'habitue pas à la médication. Fait que la médication continue d'être efficace à long terme, mais la maladie change. Donc, il y a certains symptômes qui répondent moins bien à la médication avec la progression de la maladie ou qui ont besoin de doses plus élevées, mais ce n'est pas le corps qui s'habitue, ce n'est pas l'exposition aux médicaments qui fait que ça évolue, c'est vraiment la progression de la maladie. La dernière question. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi la différence d'un Parkinson génétique par rapport à celui qui n'est pas génétique? Donc, la question est, c'est quoi la différence entre le Parkinson génétique et de celui qui n'est pas génétique? En fait, souvent, aucune. Okay? Il y a certaines formes de maladies de Parkinson génétique qui peuvent
ressembler exactement à la maladie de Parkinson commune. Entre autres, justement, le gène VELOC2, ça peut arriver à n'importe quel âge, mais souvent, ces gens-là vont avoir une histoire familiale très floride. Fait que pas juste un mononcle qui a le Parkinson, mais ils sont 3 sœurs. Tu sais, j'en ai des familles qui sont 3 sœurs qui viennent avoir le Parkinson. Il y en a 5 sur 8 dans la famille qui ont le Parkinson. Bien ça, on s'entend, c'est génétique. On sait aussi que les très jeunes ont plus de chances d'avoir la forme génétique. Donc, quand on parle des gens qui ont moins de 40 ans au diagnostic, il y a probablement un 15% de forme génétique. Puis, plus ça avance, moins c'est élevé. Fait qu'en haut de 65 ans, peut-être un 2-3%. Je vous l'ai dit, les chiffres on top of my head, c'est peut-être pas exactement ça. Citez-moi pas là-dessus. Mais les très, 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 très jeunes, les juvéniles en bas de 25 ans, ben là, c'est vraiment plus élevé les formes génétiques. Fait que c'est l'âge de présentation. Puis l'évolution, ben, il y a certaines formes qui sont vraiment d'évolution plus bénigne. Fait qu'il y a certains gènes qu'on sait que c'est une évolution qui est vraiment statique, que ça évoluera pas. Il y a d'autres formes génétiques qu'on sait qui ont plus de risque de telle ou telle complication. Fait que ça arrive qu'on propose le panel. Ça ne change pas la prise en charge actuellement, par contre, actuellement. Mais peut-être éventuellement, si on a des traitements ciblés sur certaines mutations, ben, qu'on va le faire de façon plus large. Donc, moi, c'est pour génétique, non? Ça. Donc, mes enfants, est-ce qu'il y a un risque? S'il n'y a pas de gène identifié, qu'il n'y a pas d'histoire familiale, on dit que la famille a environ un risque un peu plus élevé, mais pas beaucoup plus. Fait que, mettons, au lieu d'être 1% de la population, ben, c'est peut-être 2 ou 3%, mais c'est vraiment pas 50% des risques. Quand on a une forme génétique qui est démontrée, là, à ce moment-là, ça dépend du type de mutation. Il y a certaines mutations qui c'est 50% des chances, d'autres c'est 25% des chances, d'autres c'est moins de ça. Fait que ça dépend vraiment du type de mutation. Comment en fait, savoir si c'est vraiment génétique ou si ça dépend? Fait qu'il existe des prises de sang qui sont des panels génétiques qui peuvent être demandés. Ce pas des tests qui sont faits ici au Québec pour qu'on les envoie aux États-Unis. Fait qu'on les fait chez certains patients sélectionnés. Puis il y a des gens soit qui ont un historique familial très, très floride puis qui veulent savoir, ou des fois chez les très jeunes, on va le proposer aussi. Fait que c'est une prise de sang. Merci infiniment. À vous après. Merci beaucoup, Dr. Bolivar. Vraiment, c'est très, très apprécié de se mettre à jour, surtout qu'on a les dernières données. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Je pense qu'on est très privilégié d'avoir accès à Dr. Bolivar pour nous donner toutes ces informations-là. Donc, vraiment, on est chanceux. Les deux petites choses que je voulais vous dire, actuellement, Parkinson Esprit travaille de pair avec Parkinson Québec et les 8 autres partenaires régionaux au Québec. Vous avez probablement vu le sondage qui est actuellement en ligne. On vous l'a envoyé par courriel. Je vous encouragerai fortement à participer et la raison pour laquelle je vous fais ce message-là, c'est que pour une des rares fois, on va pouvoir avoir des données sur l'esprit, sur les besoins des gens qui vivent avec la maladie, mais aussi des proches. Donc, on va avoir des données au niveau provincial de l'ensemble des régions, mais aussi au niveau de l'esprit. Donc, si on veut être en mesure, à Parkinson Esprit, de développer des services qui répondent vraiment à vos besoins, on a besoin de votre collaboration pour que vous puissiez remplir le petit sondage qui est en ligne. Ça prend quelques minutes. Et si vous avez besoin d'aide, sachez qu'on est disponible pour vous aider au bureau, puis par téléphone, etc. Donc, je vous invite vraiment à répondre au sondage. On travaille vraiment avec une firme spécialisée avec Parkinson Québec et l'ensemble des autres régions. Donc, je vous encourage à le faire. Oui? Et on trouve ce sondage-là sur WhatsApp? En fait, on vous a envoyé un courriel. Daphné, il est dessus sur le Facebook, sur la page Facebook. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut renvoyer le courriel si vous voulez, pour que vous puissiez rapidement y avoir accès. Là. Donc, je pense que ça va valoir la peine là, d'avoir ces données-là. Et la dernière chose que je voulais vous dire, on est vraiment, cette année, on a des conférences extraordinaires, on va être à jour, je vous le dis, en esprit, on va être numéro 1. On a Dr. Bhakti aussi qui vient le 9 octobre prochain. Donc, il va pouvoir parler des troubles neurocognitifs. Ça va avoir lieu ici aussi à 1h45. Donc, je vous invite en grand nombre aussi à vous présenter pour avoir les dernières nouvelles à ce sujet. Donc, oui, madame? Certainement, certainement. La campagne, elle est déjà en cours de planification, donc oui, ça s'en vient. Puis on va avoir un petit
petit duo aussi, notre produit local, on vous réserve ça à ce prix. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci infiniment de Dr. Beaulieu-Bois d'avoir été présente. Et à la prochaine.